J'ai une théorie sur le MCU, souvenez-vous, le vautour est en tôle, le scorpion aussi, donc je pense que Nicolas Sarkozy va intégrer le Marvel Cinematic Universe. Nico, l'homme échasse. C'est quasi sûr, hein. En tout cas ce qui est certain, c'est que Carla Bruni, elle, ne va pas intégrer les X-Men en tant que Banshee. Je suis excité comme une puce, hein. Nous sommes enfin en mars, le mois de la sortie de la Snyder Cut, même en France, puisqu'on a appris qu'on ne sait pas où, mais elle sortira quand même en France comme partout ailleurs le 18 mars, et puis aussi le mois de la sortie de l'adaptation d'Invincible sur Amazon Prime, et puis c'est surtout le mois de la reprise des commis joueurs, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment les jeux de société, donc ça va bastonner. Le 11 mars, on va jouer à Dive Throne, hein, un jeu que va éditer en français Lucky Duck Games, et donc c'est un jeu qui mélange les cartes, les dés et la défense, hein, puisqu'il faut défoncer son adversaire. Ça, c'est la box qui réunit les 8 personnages, hein, puisque vous pouvez jouer en 1 versus 1 ou en 2 versus 2. Donc vous avez plein de personnages, plus ou moins difficiles à maîtriser. Et j'ai l'honneur, hein, et ça c'est avec fierté que je vous le dis, d'être le traducteur en français, en VF de ce jeu. Mais rassurez-vous, le conflit d'intérêt est minime parce que je touche pas de royalties. Donc qu'ils en vendent 1 ou 1 million, pour moi c'est pareil, hein. Et puis vous le savez, bon, en étant traducteur, j'ai quand même un métier qui me plaît énormément. Et avant d'accepter donc cette mission de traduction, je suis allé voir le jeu. J'y ai joué sur Tabletop Simulator sur ordi. Je l'ai poncé, hein, et je vous le dis sans détour, j'ai pris un plaisir dément à y jouer, à le traduire, et je prends un plaisir aussi fou à vous en parler. Je veux partager ça avec vous. Ça va être un combat à mort, pas besoin de crier Martha, personne ne vous entendra, hein. On va activer, grâce aux résultats des dés, des capacités sur notre plateau de personnages pour soit défoncer l'adversaire, soit lui infliger des altérations d'état, soit se soigner. On peut évidemment modifier les résultats avec des cartes pour se tirer de situations un petit peu tendues. La campagne commence le mardi 9 mars, nous on va y jouer le jeudi le 11, hein, au soir, et puis vous allez voir, hein, il y a 2 ou 3 joueurs qui vont essayer de me faire tomber, hein. Je vais être la tête à abattre, et puis celui qui arrivera, hein, ou perdra, aura des défis que je vous laisse déterminer. D'ailleurs j'ai très peur, hein, mais mettez-moi dans la section commentaires quel défi vous voudriez nous voir faire, hein. J'ai très peur que ça finisse par prendre le test PCR d'un malade du Covid et sertant comme cure-dent, mais bon, on va tenter. Il y aura mon poteau Maxime, forgeron légendaire, nous sommes des héros. Il y aura Tom, Moritoms, hein, qui est encore chaud, brûlant, un régisseur qui nous a fait des animations. Il y aura Justine, notre copine, et en invité, il y aura Alexandre Sauzet, Alex, qui est graphiste, qui est dessinateur, qui est artiste, et qui est aussi podcasteur. Et il m'a dit, je vais te défoncer, je vais t'éclater à Dice Throne. Le défi est relevé, viens, je t'attends. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 286e JT Comics. Je tiens à remercier déjà mon toiletteur, hein, qui a fait un boulot formidable. J'ai montré une photo de Brigitte Macron et de SCH, il m'a dit n'en dis pas plus. Et il s'est lancé, mais surtout Manu Hart, qui vient réinterpréter du Bill Watterson avec une version qui me plaît énormément, hein, puisque à la place de Calvin et Hobbes, c'est mon poteau Bruno Bessadi et moi, donc voilà, c'est vraiment excellent. Là tu m'as régalé, un immense merci, allez checker son travail. De toute façon je vous mets les liens dans la barre de description, et puis sans plus attendre, nous on passe aux news de la semaine. Tudo bem. C'est la news insolite de la semaine. Le président du Brésil, Bolsonaro, a annoncé la mise en orbite du tout premier satellite brésilien qui s'appelle Amazonia. On espère qu'il ne va pas finir tout pelé dans l'espace comme la forêt, hein, mais quoi qu'il en soit, il a annoncé ça en grande pompe sur Facebook, en très grande pompe, puisque l'image qu'il a utilisée va peut-être vous frapper un petit peu l'orbite, hein, vous lecteurs de comics, hein, puisqu'il a tout simplement pompé le satellite, hein, le QG de la Justice League, qui est inventé par Denis O'Neill et Dick Dillon. Et tout comme le premier stérilé de Tante May, ça sent pas vraiment la modernité le truc, hein. Ils auraient pu prendre une itération plus moderne du satellite, hein, et tant qu'à faire, ils auraient pu aussi demander la permission. Neo Superman. C'est le dossier de la semaine. La Warner a embauché J.J. Abrams et l'auteur Ta-Nehisi Coates pour plancher sur un nouveau film Superman. Ta-Nehisi Coates est un auteur engagé dont je vous conseille le livre Between the World and Me, qui prend la forme d'une lettre à son fils où il explique ce que c'est que de vivre en tant que noir aux États-Unis, hein. Donc c'est très viscéral, il y a un rapport au corps qui est assez intéressant, et il se trouve aussi que Coates est un fan de comics à qui on a d'abord donné les rênes de la série Captain America avant qu'il ne se penche sur Black Panther, qu'il a mené jusque dans l'espace avec l'Empire intergalactique du Wakanda. Et forcément les fans se posent plein de questions, les inconditionnels de Henry Cavill, hein, avec ou sans moustache, se disent mais attendez, nous on était restés aux négociations qu'il y avait entre la Warner et l'acteur pour qu'il reprenne son rôle, pas dans un film solo, mais dans plusieurs petits films comme Flash, etc. Là, apparemment, non, hein, on va plus le voir. Peut-être que si, hein, parce que vous savez que DC a changé d'approche. Hein. DC, même dans les comics, c'est passé d'une ligne temporelle claire et précise. Hein, on fait un truc qui est facile d'accès au lecteur. Il y a tout ce qui a été écrit compte
Gros bordel, multiverse, donc peut-être que deux versions de Superman pourraient cohabiter dans cet univers-là. Coates s'est dit honoré de contribuer à l'héritage du super-héros mythique le plus iconique de l'Amérique. J.J. Abrams a dit qu'il y avait une nouvelle histoire de Superman à raconter, émouvante, puissante, et si c'était un Superman noir. Ça ferait frémir les quelques astrophysiciens spécialistes des races extraterrestres qui tiennent absolument à ce que les Kryptoniens soient blancs comme mon cul en hiver. Mais bon, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a déjà eu une tentative de la part de la Warner d'approcher Michael B. Jordan en lui pitchant un Superman noir. Et donc, lui, il pouvait pas parce qu'à l'époque, c'était il y a 2 ans, l'emploi du temps ne coïncidait pas. Et il avait dit justement, pour éviter les polémiques inutiles, qu'il préférait partir de zéro d'un nouveau personnage. Et il a cité Calvin Ellis, le Superman co-créé par Grant Morrison et Doug Mahnke, président des États-Unis sur la Terre numéro 23, qui est un petit peu surpuissant, faut le dire. Il met KO Super Doom, alors que celui-ci venait de défoncer au moins 2 autres Superman, même si dans le lot, il y a le Chibi Superman, ça c'est le multiverse, on contrôle pas. Et le plus marrant, c'est qu'il a un robot qui s'appelle Brainiac, qui le remplace dans ses fonctions de président des États-Unis, et ça c'est un truc que Donald Trump aurait adoré pour aller golfer Pépouze. Il y a aussi eu Val-Zod, qui a été co-créé par Nicolas Scott et Tom Taylor, qui est le Superman de la Terre 2, qui a combattu des ennemis puissants, Deimos, Telos, et puis de toute façon il y en a eu pas mal des Superman noirs à travers les âges, mais beaucoup moins développés, c'était dans une case par-ci, une case par-là. Et la solution qui me paraît être la meilleure, c'est la solution qu'on trouve dans Icons numéro 1, c'est un univers qui appartient à DC, l'univers Milestone, c'est co-créé par Dwayne McDuffie, comme par hasard, c'est un univers qui revient, qui est relancé dans les mois à venir, et on voit un extraterrestre, pas trop humanoïde, même si un petit peu quand même, a quitté sa planète dans un vaisseau qui est programmé pour le faire ressembler à un enfant, un bébé, à l'apparence de la toute première personne qu'il va rencontrer sur Terre. Heureusement que c'est pas ni un blobfish, ni ma sœur au réveil, ni un des frères Bogdanov. Là, il rencontre une jeune femme noire dans l'Amérique du Sud de la fin du 19e siècle. Tant sur la Krypton de Zack Snyder, ils ressemblent tous à des sextoys, et puis paf, dans le vaisseau, Jonathan et Martha Kent, et paf, Henry Cavill, que certaines femmes, certains hommes et même certains labradors rêvent d'utiliser comme un sextoy, mais ça, c'est une autre histoire. Blague à part, après plus d'une dizaine de films, de séries où on a eu la version Clark Kent de Superman, d'ailleurs Superman et Lois a l'air de déchirer, j'avais pas envie de la regarder, et puis les extraits me donnent bien envie, eh bien, avoir un nouveau Superman, ça peut apporter une bouffée d'air frais à cet univers-là, ça sera évidemment très commenté, c'est un acte politique, tout l'est, je pense, dans notre monde postmoderne. D'ailleurs, on a eu les propos de Phil Jiménez, donc qui est artiste, scénariste sur la série Superwoman de l'époque Rebirth, qui disait un petit peu ses galères, il devait rester 2 ans sur le titre, 24 numéros, et puis il est parti au bout de 9 numéros, déjà parce que DC n'arrêtait pas de vouloir détruire un petit peu tous les arcs précédents pour terraformer l'univers étendu de Superman en fonction des changements, et puis surtout, il a dit que lui, il essayait de construire un univers inclusif, avec des sourds, avec plein de gens, une représentation un petit peu plus réelle du monde dans lequel on vit. Il a eu une note des éditeurs, qui n'était pas un ordre, mais qui était une note, qui lui disait de rapprocher un petit peu, de venir draguer l'électorat de Donald Trump avec son personnage. Je vous laisse prédire le futur ciné de Superman et me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Danse du turfu. Dans l'actu purement comics, DC et Epic s'associent pour mettre un petit peu de Fortnite dans Batman et un petit peu de Batman dans Fortnite. Et d'ailleurs, Fortnite, ça devient le seul refuge moderne où vous pouvez avoir un crossover tout à fait officiel entre Marvel et DC, et le Mandalorian, et Ripley, et plein d'autres trucs. D'ailleurs, culturellement, c'est assez impressionnant, Fortnite. Il y a des concerts, il y a Travis Scott qui avait fait un concert là-bas. Enfin, ça donne envie, je trouve. Là, en tout cas, on aura une mini-série en 6 chapitres de comics dans lesquels on pourra débloquer le personnage d'Harley Quinn dans le jeu. Chez Marvel, 2 anthologies, vous savez, c'est vraiment à la mode. La première, c'est une anthologie qui parlera des femmes de l'univers Marvel. Il y aura du Peggy Carter, il y aura du Marrow. Je vois qu'il n'y a pas de Tante Mu, mais tant pis. Je continuerai d'aller m'ambiancer sur Règle 34 pour trouver ses aventures. Et puis, pour Deadpool, on va avoir droit à du blanc, à du noir, à du rouge. Non, rassurez-vous, Benetton n'a pas lancé une pub pour du Bordeaux, mais c'est bel et bien Deadpool qui va fêter avec une anthologie son anniversaire, c'est 30 ans, et on aura des variantes cover de Rob Liefeld, son co-créateur avec Fabian Nicieza. Et enfin, DC continue de pousser les frontières de son multiverse avec l'Infinite Frontier. Il y a eu le numéro 0, et puis ça va continuer, il y aura 6 chapitres, et puis il y aura plein de petites séries qui vont jaillir de ça, notamment une Supergirl par Tom King et Blicky Sevely, mais aussi le Swamp Thing de Mike Perkins et de Ramvi, et puis toutes ces séries qui s'affichent. Je vous laisse me dire ce qui vous fait le plus rêver, à part Tante May évidemment, dans les commentaires.
adapté. Bon, chez Marvel, on nous a fait un petit teasing original pour nous révéler le prochain sous-titre de Spider-Man. Il y a 3 acteurs qui ont dit des titres complètement différents. Je suis un petit peu déçu que Tom Holland n'ait pas tweeté Spider-Man No Ben at Home. Bon, tant pis. En tout cas, ça s'est figé sur No Way Home. Pas de retour possible à la maison. C'est un petit peu la prochaine année de Sarkozy s'il perd en appel. Bon. Et certains voient dans le choix des couleurs la charte graphique du bouffon vert et se disent que c'est un indice pour nous dire qu'il sera dans le film. Si c'est le cas, eh bien, il y aura encore plus de vilains qu'une réunion des ex-femmes de mon cousin. Juge pas, j'étais pas là. L'acteur et le rappeur T.I. ne reprendra pas son rôle dans Ant-Man 3, puisqu'il est accusé, lui et sa femme, d'agression sexuelle par 11 personnes différentes. Alors certains vont me dire, oui, mais s'il est présumé innocent, il nie en bloc en plus. Donc c'est aller chercher la petite bête. Oui, mais du coup, pour Ant-Man, c'est tout à fait raccord. Et puis en plus, on parle d'un viol présumé, donc pas d'accord. Les seuls qui doivent être verts, eh bien, ce sont les Skrulls dans la série Secret Invasion, qui chercheraient en plus donc de Telos et de Nick Fury à caster une femme d'âge moyen qui tournerait beaucoup de scènes avec Nick Fury. Moi je pense évidemment à Valentina Allegra Fontaine, mais bon, peut-être que je me raconte des fables. Et puis attention, sortez les mouchoirs, l'acteur Finn Jones, qui incarnait Danny Rand, Iron Fist, dans le Netflixverse, a déclaré que l'annulation de la série avait été un sentiment horrible, comparable à celui de la perte d'un proche ou carrément d'un membre de la famille, mais je pense qu'il a oublié de dire qu'il était mort d'ennui, ce membre de la famille, en regardant les Defenders. Alors, la directrice artistique et responsable des casting voix donc de la série, notamment Batman Beyond, a été à deux doigts de nous lâcher un petit sortez-vous les doigts du cul comme les fans de Snyder. Il nous a dit que si on voulait de nouveaux épisodes de la série Batman Beyond, eh bien, il fallait le dire. Et ben voilà, je le dis, on veut des nouveaux épisodes de la série Batman Beyond. La Warner, faites quelque chose. Chez les Indés, le tournage de la saison 3 de The Boys a commencé. Et puis on n'oublie pas également qu'il y a le spin-off qui est en préparation, donc sur une école où il y a des super-héros en devenir. Ça va être un beau bordel. Et puis on a vu les premières images de Jupiter's Legacy, le premier fruit véritable du partenariat entre Netflix et le Millarworld à l'écran, puisqu'on a vu The Magic Order dans les comics, et puis bon, on peut voir que les super-héros se sont mis des tas de chips tortilla dans le slip, ou alors c'est un petit hommage à la poitrine de Lara Croft dans le premier opus, je sais pas. En tout cas, allez lire, ne serait-ce que pour la beauté visuelle, le comics de Mark Millar et de Monsieur Frank Quietly. Ça sortira le 7 mai, et soyez pas trop près de l'écran, parce qu'ils peuvent vous crever un œil avec leur baguette. Magie d'enfer. Je vais vous apprendre à faire disparaître 100 € très simplement. Paf, vous cliquez dans la description, vous trouvez le lien Kickstarter de la campagne pour un documentaire sur Mike Mignola et sur Hellboy. Vous cliquez, le tour est joué, vous avez perdu 100 €, paf, dans ta gueule Eric Antoine. Ça sent très très bon, on retrouve pour moi le Mignola fidèle à lui-même, pas celui qui est un fanatique des films, de l'argent généré par tout ça, mais non, du travail qu'il y a eu en amont pour rendre possible les films, les jouets, les séries, à l'époque où Hellboy n'était qu'une idée posée sur du papier, à l'époque c'était pour un sketch promotionnel dans une convention en 1991, puis une commission, et puis c'est devenu le Hellboy en chair et en corne. Donc on va découvrir l'envers du décor, les origines, la création, avec des interviews de gens qui en imposent quand même, Joe Quesada, Vita Ayala, Neil Gaiman, des acteurs, des personnalités artistiques. Il y aura aussi des démonstrations artistiques d'ailleurs, du coloriste Dave Stewart, du patron Mike Mignola, de Duncan Fegredo. Ça risque d'être un cassage de rétine et de portefeuille, puisqu'hier en commandant, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que les frais de port, ça coûte 30 $. Si vous ne voulez que le documentaire avec votre nom dans le générique, vous pouvez repartir avec pour 60 $ plus 30 $. Et puis si vous prenez le pack à 100 $, vous pouvez avoir le Blu-ray avec 2 cartes postales par Mike Mignola, avec un t-shirt avec Hellboy par Mike Mignola, et puis avec vos noms dans le générique. Si vous montez jusqu'à 400 balles, vous repartez avec un portfolio avec 10 illustrations exclusives de Mike Mignola, d'Alex Malev, de Duncan Fegredo, de Fabio Moon et de plein d'autres également. Et puis bon, si votre banquier vous appelle pour vous dire hop, tu es dans le Big Red niveau compte en banque, vous allez lui dire oh, ça aurait pu être bien pire, j'aurais pu prendre le palier producteur exécutif à 7500 balles, où vous êtes invité à l'avant-première, vous pouvez manger avec les réalisateurs, vous avez une illustration originale, on dit pas de qui, ça sent un petit peu mauvais. Et s'il continue à gueuler, vous lui dites hop, ça aurait pu être encore pire, j'aurais pu prendre le palier à 10 000 balles avec des commissions originales de Mike Mignola, donc t'inquiète, j'ai la situation bien en main, dans la main droite de la mort, et moi il me tente vraiment de recevoir ce documentaire, car comme celui de Morgan Jekyll sur Don Roset, sur la jeunesse de Picsou, on sait que les lecteurs passionnés font tout pour rendre un bel hommage à la culture populaire qu'ils aiment tant.
Lisez, hein, cette semaine pas mal de taf, mais j'ai quand même pris le temps de siroter, de savourer le Young Hellboy par Mignola, par Thomas Niegoski, par Craig Rousseau, avec des couvertures en plus de Matt Smith. Le pitch est simple, ça sera en 2 parties, et c'est le jeune Hellboy qui est avec son père adoptif, qui a pour le coup une bonne raison d'être en vie à cette période, le professeur Bruttenholm, contrairement à dans les films par exemple, qui atterrit sur une île où il y a un petit peu des trucs foireux qui s'y passent. Ça part en Kang Island quoi. Bon, et ce qui est marrant, c'est que l'univers d'Hellboy, du BPRD, c'est un univers qui est très noir. Et là, le fait que ça soit le jeune Hellboy, pour lequel on n'a pas tant d'histoire. Moi, j'adore le récit des pancakes, j'adore le cirque de minuit aussi. Et ça apporte une petite touche de fraîcheur. Un petit côté light, sans être pour autant dénué de danger. Donc ça va être très marrant. Donc c'est pas non plus ultra révolutionnaire, mais c'est un récit bien maîtrisé, comme Mignola sait les faire, et puis on va voir surtout comment il va convertir l'essai au 2e chapitre. En tout cas, moi je serai évidemment au rendez-vous. Je vous laisse me dire ce que vous lisez, ou ce que vous geekez, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à le suivre. La semaine dernière, vous avez encore fait péter les scores, en mettant des pouces bleus, en partageant sur Facebook, en tweetant, en retweetant, en m'incorporant dans vos stories Instagram, parce que vous savez que ça donne de la force, et ça me fait plaisir, ça me touche. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, bien sur les réseaux sociaux. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 286 JT à peine. Prenez soin de vous, prenons soin de tous. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de la baston avec Dive Throne et le retour du commis-joueur. Je suis trop excité, et puis surtout des nouvelles toutes fraîches. Ah, il y a monsieur et madame Patate qui deviennent neutres en matière de genre. Plus de monsieur ou madame du coup. Ah bon, rassurez-vous, vous pourrez encore faire tout ce que vous voulez puisque les jouets seront livrés avec 2 petites pommes dauphines et une patate à fourrer pour le plaisir de tous.